Vous allez bien? Déjà, merci à tous de venir sur ce créneau conférence Rhythm and Rust, construire un synthétiseur en Rust de A à Z. Il y a des musiciens dans la salle? Ah ouais, quand même, on est bien. Il y a des gens qui écoutent de la musique dans la salle? Ah bon, ça a été facile. Ouais, donc globalement, ce qu'on va voir là, c'est faire un peu de musique, un sujet un peu léger, quand même avec un peu de code, parce que vous êtes là un peu pour ça. Et je vais vous repasser un peu d'histoire sur j'ai occupé de longues nuits pendant le Covid et après. Hop. Déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Thomas Camille, je suis développeur full stack chez Talent. Si vous voulez, on a un stand au deuxième étage et on a un super quiz pour gagner un Raspberry 5 à 4h30. Voilà, j'ai fait de la musique pendant beaucoup de temps. Je suis resté dans un groupe de métal pendant près de 8 ans. La photo, elle est non contractuelle parce qu'elle doit avoir 6 ans, je pense, à peu près. Je vous ai mis mes liens vers mon Instagram, GitHub, mais il n'y a pas grand chose sur GitHub, mais il y a le code de toute cette conférence-là. Ça, c'était mon groupe du coup. Voilà, si vous voulez, on est sur Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, tout ça. Il n'y a rien qui est sorti depuis 4 ans et demi, donc cherchez pas de l'activité très récente, mais bon voilà. Et globalement, pour la petite histoire, donc j'ai fait beaucoup de musique et pendant le Covid, on a pas mal été bloqué chez nous. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la musique assistée par ordinateur. Vous savez, ce truc, quand t'es musicien, tu te dis les mecs font pas vraiment de la musique, enfin, ils font que cliquer sur des boutons, ils ont une clé USB, c'est n'importe quoi. Sauf qu'au final, c'est vachement marrant et vachement intéressant. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien comprendre comment ça marche. J'aime surtout bien bidouiller pour essayer de faire pareil à peu près. Donc globalement, ce qu'on va voir pendant cette presse, ça va être déjà quelques bases de musique pour ceux qui n'ont aucune idée de comment physiquement la musique marche. Ensuite, voir un peu qu'est-ce que c'est la musique assistée par ordinateur, de quoi on a besoin pour en faire, foncièrement. Et ensuite, je vais vous présenter un peu les premières étapes par lesquelles je suis passé quand j'ai voulu coder mon propre synthétiseur. Donc on va aller tout doucement, en restant très basique, sur une machine à bruit que vous avez peut-être déjà entendu ce au premier rang quand j'essayais sur mon PC. Une sinusoïdale classique qui fait une seule note, et ensuite un synthétiseur sur lequel on peut jouer avec un clavier. Hop, quelques bases. Du coup, voilà, premier mème de la presse, il y en a plein. Ouais, globalement, le son, ça existe seulement si on a un émetteur et un receveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand je vous parle, globalement, mes cordes vocales, elles vibrent. Cette vibration va faire vibrer les molécules d'air qui sont juste à côté, qui elles-mêmes vont faire vibrer les molécules d'air, etc., etc., etc. Ça va ensuite être réceptionné par votre oreille, votre tympan va vibrer aussi et va envoyer des informations à votre cerveau. Donc là, ça marche avec l'air, mais globalement, ça marche avec n'importe quelle molécule, objet, peu importe. C'est pour ça que le son ne se balade pas dans l'espace. Comme c'est vide, il n'y a rien à faire vibrer, le son ne peut pas se balader. Hop. Pour passer un peu plus vers la musique en elle-même, dans cette presse, il y a deux caractéristiques de l'onde sonore qui vont nous intéresser. C'est à la fois la fréquence et l'amplitude. Donc là, je vous ai fait des petits schémas. Oh, j'ai un laser. Globalement, la fréquence, qu'est-ce que c'est? Quand on a un signal qui va se répéter, donc ça reste une onde, on va voir la fréquence, donc le temps que ça va prendre pour que le motif se répète. Donc ce qui nous intéresse en musique, c'est que plus la fréquence va être élevée, plus la note va être aiguë. Donc vous allez le voir très vite tout à l'heure quand je vais faire des essais avec. Et l'amplitude, donc ça va être la hauteur de mon signal, et globalement ça va représenter le volume. Plus une onde va avoir une amplitude forte, plus le signal sonore va être grand. Quelques petites choses à savoir sur le son, c'est qu'en général on mesure ça en décibels. Les décibels, donc c'est une échelle, c'est un taux, c'est une échelle logarithmique. C'est pour ça que la différence entre 80 décibels et 90 décibels, c'est pas la même qu'entre 0 et 10. C'est pour ça que des fois vous voyez, vous mettez votre compteur décibels pour voir combien de bruit votre voisin fait, vous voyez que vous êtes à 82, un avion ça fait 90 et ça rend sourd, vous dites ah, putain, mon voisin il fait quand même n'importe quoi. Mais pas du tout en fait, c'est vraiment, ça fait des gros sauts en différence. Hop. Pour rester un petit peu plus sur les différents types de musique qu'on peut avoir, je vous ai mis globalement les trois zones qu'on va retrouver. Donc il y a du bruit. Le bruit, c'est caractérisé par une absence de motif. La fréquence, ça va avoir une structure totalement aléatoire, il n'y a à peu près rien qui va se répéter. La note pure, donc une très belle sinusoïdale, donc qui va bien se répéter, qui va nous faire une note exacte, selon la fréquence qu'elle a. Et la note musicale, globalement, elle a une forme un peu bizarre, mais on a quand même un motif qui va se répéter. Cette note musicale, en fait, elle va être composée de plusieurs notes pures.
Ce qu'il faut savoir, quand on joue un instrument classique, mettons une guitare, un violon, un piano, c'est qu'on va pas avoir on va pas avoir uniquement la note qu'on va jouer sur notre clavier ou sur notre corde. Donc bien sûr, on va avoir notre note principale et on va avoir plein d'autres petites harmonies naturelles qui vont se faire. C'est ça qui va donner la richesse du son et le fait que c'est un peu plus audible qu'une sinusoïdale toute simple. Et globalement, la façon dont on retrouve cette forme un peu compliquée, hop, je vous l'ai mis là. Veuillez m'excuser pour la qualité des courbes, je l'ai faite avec l'outil PowerPoint, c'était pas le plus simple. Globalement, comme les ondes elles sont additives, vous pouvez voir que comme au tout début il y a à peu près tout qui monte, ça va nous donner un gros pic là, et ensuite elles vont un peu se compenser, donc ça va réduire un peu. Là il y a vraiment tout qui descend, donc ça nous fait un gros pic vers le bas. Donc voilà un peu comment on fait pour avoir cette onde, cette forme là. Merci LibreOffice. Non, je suis retourné en arrière, c'est pour ça. Hop. Hop. Ok. Je suis obligé d'en parler, donc j'ai mis un petit mème sur la transformée de Fourier. Donc nous, alors ce qui se passe entre notre tympan et notre cerveau, je suis absolument pas qualifié pour en parler. Je sais même pas si c'est quelque chose qu'on a vraiment démontré exactement, parce que le cerveau ça reste quelque chose de très compliqué. Ce qui se passe par contre entre votre micro et votre PC, ça on sait comment ça marche. Parce qu'il y a Monsieur Fourier qui a fait une superbe transformation qui est utilisée dans beaucoup de choses et en fait qui est tout le temps utilisée pour les ondes. Et ça va nous permettre en fait de manipuler notre onde beaucoup plus simplement. Parce que si vous retournez sur une onde qui se répète à l'infini ad vitam aeternam sur une sinusoïdale, si on veut la manipuler ou changer la fréquence, c'est un peu plus compliqué, surtout dès qu'elle devient un peu complexe. Quand on a juste un sample vocal par exemple qui ressemble un peu à rien, où on a la voix de quelqu'un, c'est assez compliqué de modifier la fréquence dessus. Si on utilise la transformée de Fourier, en fait on va obtenir la distribution de cette même onde séparée par fréquence, ce qui va nous donner ça. Donc je vous ai remis la note de musique qu'on avait tout à l'heure. Et ensuite, si on passe par la transformée de Fourier, non contractuelle, je l'ai faite à la main. Le schéma, pardon, pas l'opération. Pardon, globalement, la fréquence la plus faible qu'on va avoir, c'est la note en orange, qui est beaucoup plus lente parce qu'elle fait une seule révolution sur notre temps. Par contre, elle a le plus gros volume, du coup, elle va avoir une amplitude vachement plus grosse. La verte, elle est légèrement plus rapide avec une amplitude un peu plus basse parce qu'elle est plus petite. Hop. Et la bleue, c'est la plus rapide qu'on a et elle a une amplitude intermédiaire. Vu qu'on a ça maintenant, si j'ai envie de faire par exemple un filtre, comme on peut l'utiliser en musique très souvent, un filtre passe haut ou passe bas qui va par exemple uniquement laisser passer les fréquences basses parce qu'on veut basse booster son son pour faire de la bonne hard tech des familles, et ben j'ai juste à dire bon bah toutes ces fréquences là, elles s'en vont et je vais garder que ma fréquence super basse. Donc voilà comment la transformée de Fourier va être utilisée pour ça. Et inversement, si je repasse ça dans la transformée de Fourier en inversé, je retiens mon onde sonore que je vais faire balancer dans mes speakers. Et voilà. Hop, c'est quoi la MAO? Petit mème de Bob Ross, parce qu'on adore tous Bob Ross. La musique assistée par ordinateur, alors c'est quelque chose qui est utilisé de toute façon de nos jours dans tous les styles musicaux. Faut pas s'arrêter au DJ set à Ibiza. Globalement, toutes les musiques vont de nos jours passer par de la MAO, ne serait-ce que par l'étape de mixage, où de toute façon on va être assisté d'un ordinateur pour mixer le son correctement, faire en sorte que ce soit plus rond, plus joli, plus audible. Cette MAO, globalement, si vous voulez en faire pour faire purement de la musique, c'est assez différent du mixage pur, mais on va avoir besoin de 2 ingrédients globalement. Premier ingrédient, un Do. C'est un peu comme votre IDE, en à peine plus bordélique. C'est là-dessus que donc Do, c'est Digital Audio Workstation, ça porte bien son nom, c'est votre surface de travail. Là-dessus, vous allez retrouver à peu près tout ce dont vous avez besoin pour faire votre musique. Vous allez gérer toutes vos pistes, vos instruments, vos effets, votre MIDI dont on va reparler juste après. Et donc le deuxième ingrédient dont on va avoir besoin, c'est des instruments. En 96, il y a Steinberg qui a développé puis popularisé un format d'instrument virtuel, donc le VST. Le VST, c'est-à-dire Visual Studio Technology. Parce qu'il faut se dire qu'avant ça, c'était un peu la guerre. Du coup, tout le monde avait son propre format, donc dès que tu utilisais un logiciel différent, tu ne pouvais pas utiliser d'autres instruments virtuels. Et ils se sont dit, bon, on va essayer de populariser un truc, et ça a vachement bien pris, étant donné que le VST est toujours utilisé de nos jours. C'est même le format principal d'instrument virtuel qu'on va avoir. Et un VST, ça peut être tout et n'importe quoi. On va avoir des synthétiseurs plus ou moins complexes. Donc ça, c'est Serum, c'est un peu mon favori, parce qu'on peut faire plein de choses un peu débiles avec.
On peut avoir des plugins d'effets, ça c'est OTT, c'est juste un compresseur. Et on a même de nos jours des reconstitutions digitales de préamplis plus ou moins connus. Donc là maintenant, si vous regardez les groupes de rock ou de metal, ils ont tous leur propre plugin Neural DSP avec exactement leur son. Voilà. Pourquoi Rust? Ouais, du coup, c'est la deuxième partie de cette présentation, c'est pourquoi faire ça en Rust. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, la majorité des VST sont faits en C++. Il vous faut un langage quand même relativement performant et rapide. Ça, vous le voyez tout de suite quand vous faites de la MAO, parce que, alors, si je reviens juste au-dessus, raté. En fait, cette petite jauge là que vous avez, c'est votre CPU. Ce qu'il faut savoir, quand vous commencez à avoir 2, 3, 4, 5, je remonte loin, 2, 3, 4, 5, 6 synthés un peu trop violents qui tournent en même temps, votre CPU il prend des sacrés coups dans la tête. Donc dans l'idéal, il faut quelque chose de relativement bien optimisé niveau CPU. Rust a des performances similaires à C++. J'avais déjà fait du Rust, du coup je me suis dit que j'allais peut-être plus partir là-dessus. Il y a une grosse communauté, on commence à voir de plus en plus de mecs qui font de l'audio, qui commencent à préparer des crates un peu dans tous les sens pour en faire. C'est un peu plus safe niveau mémoire et un peu plus simple à utiliser, je trouve. Et puis accessoirement, enfin moi je suis un gros fan des langages qui ont des mascottes. Et voilà. Donc moi le Go et le Rust, j'aime bien. Et voilà. Hop, et maintenant on va passer à un peu de code. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rust, c'est pas très compliqué, la commande principale que vous allez utiliser, c'est cargo. Quand vous faites votre petit cargo create au début pour vous créer un projet, il va vous générer deux choses. Un main.rs, classique, où vous allez mettre mode code, et un cargo.toml, donc qui va être votre fichier de config principal. Alors moi, il n'y a pas grand-chose dedans, parce que j'ai pas besoin de grand-chose non plus. J'ai mon petit nom de package, mon Devox Noise Generator, une version, une édition, mon nom parce que bon, pourquoi pas, le type de crate que je veux créer à la fin. Donc là, j'ai mis une librairie dynamique, mais du coup, il y a plein de types de librairies différentes qu'on peut compiler en Rust, pardon. Et mes dépendances. Ça, c'est clairement la chose la plus importante. NIHplug, c'est un plugin qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Robert, mais je ne connais pas son nom de famille parce qu'il n'est pas sur GitHub, son nom de famille. Il avait déjà créé un plugin qui s'appelait VST, très original à l'époque, qui permettait de faire des VST2, et il a itéré dessus pour créer NIHplug, pour créer à la fois des VST et des claps, qui sont un autre format de plugin audio plus récent, plus performant, plus jeune, plus beau, mais qui n'est pas encore très utilisé. Et il y a vraiment beaucoup de choses dedans qui permettent de faire ça. Alors moi, je vais surtout l'utiliser parce que toute la compilation VST, elle est déjà prête dedans et ça m'arrangeait beaucoup. Et il y a pas mal de ressources, etc. En fait, ce qu'il faut savoir sur Rust, c'est comme la communauté, elle est quand même très sympathique. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de gens qui vous aident dans tous les sens. Le Telegram de Rust ou même de ce package-là sont toujours à l'écoute pour vous répondre à vos questions, donc c'est très bien. Donc ça va être notre config dans le cargo.toml. Et ensuite, on va s'attaquer vraiment à qu'est-ce que j'ai fait pour faire un noise generator pour commencer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un noise generator, ça va générer une onde qui va avoir des fréquences totalement random. Il n'y a aucune musicalité derrière, aucun sens particulier, mais ça fait du bruit. Et c'est le petit premier step, on essaie de faire un truc simple qui fait sortir quelque chose par mes speakers. Du coup, je vais avoir besoin de deux trucs. J'ai une struct, donc un objet, qui va s'appeler Devox Synth, simple, efficace. Il va avoir des paramètres d'entrée, et il va avoir une sample rate. Alors la sample rate, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en audio, on va marcher en sample, donc en échantillon. L'échantillonnage le plus commun qu'on va utiliser, c'est 44 100. Ce qui veut dire qu'à chaque seconde, on va avoir 44 100 samples qui vont être calculés et balancés. C'est pour ça que ton CPU y prend. Ensuite, on va avoir notre Devox Synth Params, qui va être donc mes paramètres. Donc là, j'en ai un, c'est le gain. Donc vous voyez ça comme le volume. Donc ça va être l'amplitude que je vais envoyer sur mon onde pour lui représenter son volume. Et en fait, le fait que ce soit un paramètre, donc comme vous voyez là, hop, juste là, c'est float param. Donc ça, c'est balancé par NIHplug. Ça va faire que si jamais j'ai pas envie ou pas le courage de faire une interface utilisateur à mon VST pour qu'elle apparaisse dans un DAW,
le dos va être capable de comprendre qu'il y a besoin d'un bouton et va me mettre un bouton tout simple, certes moche, mais qui va quand même permettre d'agir dessus. Et on va aussi voir juste après qu'on peut définir beaucoup de choses sur ces paramètres, sur l'utilisation qu'on va en faire. Hop. Ensuite, forcément, comme j'ai implémenté des objets, il va falloir un moment que je leur passe une valeur par défaut. Donc hop, là, je lui dis, bon, tu vas prendre les paramètres par défaut que j'ai définis juste à côté. La sample rate, tu vas la prendre à 1, parce que de toute façon, on n'a pas vraiment besoin d'une valeur, vu que notre dos, on va récupérer celle de notre dos. Et ensuite, pour les paramètres, alors, petite magouille dans tous les sens. Donc j'ai mon gain. Mon gain, je vais lui dire que je veux qu'il ait une range, donc je ne sais plus le mot, donc une range, ça restera, d'une valeur à d'une autre. Et ensuite, j'ai mis quelques petites fonctions qui vont permettre de faciliter l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que quand on tourne notre bouton, il va suivre un step particulier. Donc là, j'ai mis 0,01. C'est en décibels. Et le smoother, ça va permettre, quand je vais le modifier en temps réel, qu'il extrapole légèrement pour qu'on n'ait pas des très gros sauts de volume qui pourraient être pas très agréables à l'écoute. Maintenant, on va aller dans le dur. Mon Devox Sync, je vais lui implémenter un trait. Ce trait-là, c'est plugin, parce que je fais un plugin. Là, on a plein de choses à lui donner. Malheureusement, la majorité sont mandatory, n'ont pas de valeur par défaut. Donc c'est un peu lourd au début. Il y en a quelques-uns au fur et à mesure des mises à jour qui commencent à disparaître et qui prennent des valeurs par défaut. Je vais vous les passer un par un. Bon, alors très simple, hein, on a un nom. Bon, c'est assez explicite. On a un vendeur, on a une URL qu'on peut mettre, il faut mettre un email, une version. Donc là, j'ai récupéré directement la version de mon package cargo. Audio layout, ça va être lui donner l'interface audio, enfin le type d'interface audio qu'il va avoir. Donc là, je suis parti très basique, j'en ai mis 2 pour faire du son stéréo, même si ça va pas nous servir en ce cas-là, mais pour le principe du stéréo. C'est là que du coup, si vous voulez que votre plugin fonctionne sur du 7 points, il va falloir en mettre 7. Assez logique. Le MIDI input, c'est pour lui autoriser l'utilisation du protocole MIDI sur lequel on viendra dans pas longtemps. Et le Sample Accurate Automation, c'est un petit booléen qu'on met à trous qui est cool. En fait, l'automation, ça va permettre de dire à mon dos, là j'ai ce synthétiseur par exemple, l'input volume, je veux pouvoir le manipuler, mais j'ai pas envie de m'embêter avec le bouton. Du coup, je vais lui dire, bah tiens, je te mets une petite courbe tout en bas qui va faire genre ça, et du coup, le volume il sera à 0, 1, 0. Voilà. La Sample Accurate va permettre de smoother un peu le bousin pour qu'on n'ait pas des pics d'un coup, etc. Hop. Ensuite, j'initialise ma fonction. Bon, très simple. Je lui dis, tu récupères mon self, donc mon synthétiseur, tu vas récupérer l'audio layout, tu vas récupérer le buffer inhérent à mon dos. Parce que si vous avez une machine pas très performante, que vous voulez quand même faire un peu de musique, vous pouvez réduire la taille du buffer. Donc le buffer, c'est le tampon, c'est le nombre de samples qui vont être calculés au préalable pour éviter qu'on fasse que du temps réel. Donc on peut la réduire, du coup dans tous les cas, elle récupère celle du dos. Hop. Et ensuite, le cœur, entre guillemets, vraiment ce qui va se passer dans mon dos, c'est dans la fonction process de mon trait plugin. Et là, bon, alors c'est très simple, je vais récupérer le gain que je lui ai donné en paramètres. Pardon, je me suis trompé de bouton, juste là. Et ensuite, pour chaque sample dans mes canaux, donc 44 100 une fois par seconde, je vais prendre mon sample et je vais lui assigner une petite valeur. Je vais lui mettre un chiffre aléatoire vu que je veux une fréquence aléatoire. Le moins 0,5 et x2, c'est pour avoir... Globalement, le random, il va faire une valeur entre 0 et 1. Moi, j'aimerais bien une valeur entre moins 1 et 1 pour avoir une belle courbe, entre guillemets. Donc, voilà. Comme la valeur ne m'intéresse pas, étant donné que c'est du aléatoire, moins 0,5 x 2, ça me fait entre moins 1 et 1. Et je vais multiplier ça par mon gain, qui va donc lui filer une amplitude. Et ensuite, petit process status keep alive, parce que s'il s'arrête au bout d'un sample, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, dernière petite étape. Maintenant que j'ai créé mon synthétiseur, il va falloir que je le compile. Il faudra pouvoir le distribuer ou l'utiliser. Donc j'ai mis les deux implémentations. Donc on a le clap et le VST. Donc très simple, c'est juste des valeurs à lui donner pour qu'il puisse se débrouiller dans la nature tout seul. Là, une partie est récupérée au niveau de ma config de base. Et ensuite, j'ai quelques trucs en plus à lui donner. Le plus important à bien faire, c'est cette partie-là. Et pareil sur le VST juste après, cette partie-là, qui en fait va lui filer tout un paquet de catégories pour qu'il soit trié correctement. Parce que les dos de nos jours vont aller scanner vos fichiers, récupérer tous les VST, ils veulent les mettre dans les bons dossiers, et comme ça se retrouve très facilement au niveau interface.
Et ensuite, NIH export pour les deux formats, et je me retrouve avec mes deux petits fichiers binaires qui vont aller récupérer le code que j'ai compilé. À savoir que là, du coup, je l'ai fait sur Linux, donc j'ai des .so. Donc si vous le faites sur PC, vous aurez un petit .dll. Et voilà. Votre VST sera totalement capable de se débrouiller avec. Petite démo. Alors, tac. Donc là, j'ai un Do. Il s'appelle Ardour. Il est vraiment à fond sur Ubuntu, donc c'est très bien parce que comme j'ai généré des .so, il me fallait quelque chose qui fonctionne sur Ubuntu. Parce que si j'ai quelque chose qui tourne sous Wine derrière, ça ne marcherait pas, il me faudra des DLL. Hop, et du coup là j'ai ma petite piste audio d'Evox. Dessus je lui ai mis tout de suite les 3 synthés, comme ça c'était fait. Et là si vous regardez, j'ai mon noise generator qui est tout en bas. Si on va dessus, on voit que j'ai mon contrôle de gain que je lui ai donné. Donc comme ça je vais pouvoir manipuler le volume. Et ensuite si je le lance, vous entendez derrière? Ça passe? Ouais. On va le couper. Bah, je vous ai dit qu'on allait faire du bruit, c'est du bruit. Donc voilà, c'est du bruit blanc tel quel, c'est totalement aléatoire. Vous dites, bon, c'est marrant, ça fait du bruit, ça sert à rien. En MAO, on utilise un peu de bruit de temps en temps. L'intérêt du bruit, c'est que comme on va avoir vraiment des fréquences totalement aléatoires, niveau distribution, on va avoir des fréquences de à peu près toute la plage qui vont être représentées. Ça peut être utile quand, mettons, vous faites votre mixage à un moment et vous dites, tiens, c'est un peu faible au niveau de ces fréquences-là, je vais mettre un tout petit peu de bruit pour rebooster un peu, pour que ce soit un peu plus égal partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est du bruit blanc. Fun fact, il y a des bruits de différentes couleurs qui ont des spécificités. Le bruit bleu, le bruit rose, le bruit vert, le bruit marron. Et les autres couleurs, je ne vais pas en dire parce que je vais me tromper. Donc voilà. Et en fait, les spécificités, c'est qu'elles sont plus ou moins skewées niveau aléatoire pour être sur certaines fréquences. De mémoire, le bruit bleu, c'est un peu plus bas, etc. Hop, on va retourner sur la presse. Touc, touc. Maintenant, donc faire du bruit, c'est cool. Faire une note, quand on fait de la musique, c'est mieux. Donc, on va faire un petit générateur de sinusoïdal. J'ai pris la sinusoïdale parce que c'est assez simple et que ça reste très utilisé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que des ondes simples, on va en retrouver plein en musique. J'ai ça sur mon t-shirt. Globalement, il va y avoir le sinusoïdal, l'onde carrée, qui fait 0 ou 1. Voilà, ça fait c'est pas très rond du coup, c'est très brut. Et la dent de scie. Dent de scie qui est un poil plus agressive. Bon, à l'oreille nue, vous n'entendez pas exactement la différence parce que bon, ça va très très vite. Mais bon, voilà. Donc là, je vais lui rajouter du coup un nouveau paramètre à mon synthétiseur. Cette fois, je vais lui dire, bah tiens, je veux que la note, tu me la fasses à une fréquence précise. Cette fréquence, je vais lui donner une valeur par défaut de 440. Donc pour les musiciens dans la salle, 440 Hz, c'est relativement connu. C'est la note qu'on a sur un diapason classique. Je dis classique parce que techniquement, on peut avoir un diapason sur n'importe quelle note. Donc c'est un La. Voilà, le La 440, on l'utilise pour accorder plein de choses, c'est très pratique. Autre fun fact, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça sonne bien, c'est cool. Dans le monde, on n'utilise pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on utilise A, B, C, D, E, F. C'est moins marrant, mais voilà. Du coup, le La 440, en réalité, on appellerait ça un A 440, parce qu'on dit La en premier. Je vais lui donner une range à ma fréquence. Je vais dire, bon, bah, tu vas de 1 à 20 000, même si, bon, on va pas se mentir qu'arriver à 20 000, si on n'est pas un labrador, c'est un peu compliqué de l'entendre. Le skew factor, du coup, c'est lui dire que quand il va générer la plage, vu qu'à 20 000, on n'entend pas, essaye en réalité de faire plus de valeur sur mon paramètre vers le bas de l'échelle. Ce sera plus utile pour l'utilisateur. On va mettre pareil un smoother pour qu'on ne fasse pas de gros sauts. Et ensuite, ça c'est, vous dites, c'est un peu débile de mettre ta value en string et ensuite ta string en value. C'est juste un petit tricks pour qu'il reste arrondi, mais uniquement sur le visuel du paramètre. Voilà, ça ne sert à rien, mais je trouve ça plus joli, c'est tout. C'est purement subjectif. Non. Bah alors, il manque une slide. Ah, mais je recule depuis tout à l'heure, je suis désolé. Ouais, c'est mieux. Du coup, ma sinusoïdale, va falloir que je la calcule. Donc pour ce faire, la calculer, ça va être très simple. On va utiliser une formule de calcul de sinusoïdale classique que Rust va nous filer. Le seul truc que je veux en fait, c'est que ma sinusoïdale, du coup, je vais avoir la valeur pour chaque sample, mais moi j'aimerais bien que cette valeur, du coup, elle évolue sous une forme de sinusoïdale. Pour qu'elle évolue,
je vais lui passer une phase, donc ça va être sa position sur mon chemin. Et du coup, cette phase, je vais la faire incrémenter par delta, et ce delta, c'est ma fréquence que je vais diviser par mon nombre de samples par seconde. Donc maintenant que j'ai ça, pour chaque sample, je vais lui dire, tu me calcules mon sinus pardon, à ce moment-là, et ensuite tu prends ton delta, tu te décales légèrement, et voilà. Hop, on a le process, du coup pareil, même principe, c'est juste sauf que cette fois je récupère mon gain, je récupère ma fréquence, je calcule mon sinusoïdal, et de la même manière, pour chaque sample dans mon canal, je lui fais le sinus fois le gain, et comme ça, j'ai du son. Et maintenant, deuxième démo. Touc, touc. Toi, tu t'en vas. Je dis, toi, tu t'en vas. C'est pareil, c'est pas très musical non plus. Par contre, comme je lui ai dit de... Je me sens un petit peu... Comme je lui ai dit de s'occuper de la fréquence, bah, je peux faire ça. Ça fait très flûte de Pan. Hein. Et si je vais très très lent, bien sûr, voilà, c'est horrible. Du coup, on a désormais un synthétiseur qui va nous générer une note. Donc c'est bien, on peut techniquement faire de la musique avec si on utilise une souris et qu'on galère avec notre input de fréquence. Ce qui est peut-être pas le truc le plus... Bon, voilà. Après, c'est un coup à prendre. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont pros là-dessus. Mais enfin bon, il y a quand même des gens qui ont dû créer quelque chose à un moment pour que je puisse utiliser mon synthé avec un clavier, par exemple. Ce serait quand même vachement plus pratique. Et ça tombe bien, parce que des mecs de chez Roland ont fait ça. Hop. Et ça s'appelle, il est midi 2, le protocole MIDI. Tout était prévu. Merci Devox pour ce créneau, il est parfait. Donc, le protocole MIDI, donc c'est des mecs de chez Roland qui ont commencé à itérer dessus, ça a été itéré dessus par d'autres personnes après. Roland, c'est une entreprise de sono, d'ampli, etc. Pour ceux qui ont fait de la guitare, c'est eux qui faisaient le petit cube. C'est un tout petit ampli, tout petit, qui coûte pas grand-chose et qui est super bien pour commencer. Pub. Du coup, mon protocole MIDI, qu'est-ce que c'est? Mon protocole MIDI va permettre à un instrument d'envoyer une information à un synthétiseur, qui soit sur mon PC ou autre part. Si vous avez par exemple les gros pianos, gros synthés genre Nord, etc., c'est pareil, c'est du MIDI. Et en fait, ce signal, il n'est pas très très compliqué à comprendre, ça va marcher par bit. Donc on a une structure qui va définir chaque événement. Donc cet événement, globalement, on a un statut, une data numéro 1, une data numéro 2. Le statut va être composé de deux morceaux, donc le type bit et le canal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en MIDI, ça supporte jusqu'à 15 canaux en même temps. Alors, là, ça va pas nous servir à grand-chose, mais vous pouvez du coup avoir tout un panel d'instruments contrôlés par un seul et même clavier. Et tout ça va pouvoir être géré différemment par votre PC, vu qu'il va avoir 15 canaux différents. Votre type bit, tout simplement, en 3 caractères, il va vous dire quel type d'événement c'est. Donc ça peut être début d'une note, fin d'une note. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Changement d'amplitude. Si vous restez sur la même note, mais que vous baissez légèrement votre doigt ou que vous appuyez un peu plus, on va quand même avoir un événement pour dire le volume il a changé, faut appuyer un peu plus, enfin faut faire un peu plus de son ou un peu moins, etc., etc. On a beaucoup d'événements différents. Ensuite, la data numéro 1, ça va être votre note. Donc là, pour ceux qui ont suivi, le C, c'est un yes. C'est pas très compliqué non plus, mais voilà. Du coup, là, on a un Do à l'octave numéro 4. Et ensuite, la data numéro 2, c'est un peu le fourre-tout. Il peut y avoir jusqu'à 127 bits dedans, du coup, on peut en mettre des infos. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la pression, aussi appelée la vélocité. Du coup, c'est vraiment la pression que vous allez mettre sur la touche. Là, pareil, sur mon clavier d'ordinateur, ça ne marche pas. Mon clavier n'est pas assez bon pour ça. Mais avec un clavier MIDI, du coup, vous allez pouvoir récupérer toutes ces infos-là. Donc le MIDI, c'est cool, et le MIDI, on va s'en servir. Comment on va s'en servir? Alors, dans mes paramètres, je l'ai mis un petit use MIDI, pour dire si je veux l'utiliser ou pas. Et ensuite, mon synthétiseur, du coup, il va avoir besoin de quelques trucs. Il va avoir besoin de l'ID de la note. Il va avoir besoin du coup de la fréquence de la note, c'est ça qui va m'intéresser pour faire mon sinus. Et il va avoir besoin du gain, qui cette fois va lui être envoyé par MIDI. Hop. Du coup, dans ma fonction process, il va falloir que j'ajoute quelque chose pour aller récupérer cet event et en faire quelque chose.
Donc très simplement, on a un match event qui va récupérer du coup cet event. Forcément, dans NiH Plug, comme c'est fait pour, on a directement les événements qui existent, donc c'est vrai que ça facilite un peu. Sinon, un simple switch case sur les bits, ça marche très très bien. C'est ce que je faisais avant d'utiliser ce truc-là. Dans le cas d'un note on, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, je récupère ma note MIDI du coup que tu m'as envoyée. Je récupère la fréquence en faisant une petite conversion, sachant que de toute façon, toutes les notes qu'on a en MIDI, on connaît exactement la note que c'est du coup, et la concordance note-fréquence, il y a des tables dessus, c'est connu depuis pas la nuit des temps, mais voilà. Et tu vas te dire, bon bah mon gain, pareil, tu le récupères du MIDI. Quand j'ai un note off, bon bah très simplement, je vais passer le gain à 0, et puis voilà, on va pas s'embêter. Et ensuite le polypressure, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, si jamais on a la même note, mais que le gain a changé, tu vas me le modifier. Voilà, c'est très simple, on pourrait faire d'autres choses très facilement en MIDI. Si j'avais dit à mon synthétiseur par exemple qu'il allait avoir plusieurs voix, j'aurais pu du coup, plutôt que d'attribuer ça directement au synthétiseur, lui dire bon bah cette note on là tu vas l'attribuer à la voix 1, ensuite on a une autre touche qui est appuyée, bon bah tu vas l'attribuer à la voix 2, quand tu as le note off qui va s'enlever de la première note, tu l'enlèves de la voix 1, et comme ça on a un synthé polyphonique, et on peut faire des accords dessus. Mais on était limité dans le temps, du coup je suis pas parti très très loin. Une fois que ça c'est fait, bon bah tout simplement, hein, dans mon process, je vais dire tant que tu as des events qui arrivent, bah, tu les traites. Et puis voilà. Dernière démo. C'est là que tout repose. Des années de concert pour jouer en live sur un clavier de PC. Donc, toi tu t'en vas. Mon synthétiseur. Donc je vous l'ai dit, on a le gain, on a la fréquence parce que c'est globalement le même que le sinus, mais on ne va pas les utiliser. Si j'enlève le use MIDI, ça fait pareil qu'avant. Sauf que maintenant, je peux accéder à ceci. C'est un clavier. Merci, merci. Sauf que là, on est pareil. Alors, c'est plus simple que de bouger la fréquence à la souris. Enfin bon, c'est quand même plus simple de faire ça. J'ai pas fait de photos, vous pouvez pas dire que c'est en direct. C'est vachement plus dur qu'il n'y paraît. Parce que, on va pas se mentir, un clavier de piano, c'est bien fait, c'est utilisé pour une raison. Mais du coup, voilà, maintenant, on peut jouer tranquillou. Alors, ça reste quelque chose de moche, on va être honnête, on va pas faire le tube de l'été avec ça, mais globalement, c'est une base qui va permettre d'itérer pour en faire quelque chose d'un peu mieux. En fait, du coup, moi, j'ai créé ce synthétiseur-là à la base. Je me suis pas dit que j'allais révolutionner le monde. Enfin, il y a une raison pour laquelle les licences de VST, en moyenne, elles coûtent 250 $. C'est qu'il y a du taf derrière, un peu. Moi, j'utilise plus comme un gros bac à sable. Et dès que j'utilise un nouvel effet, un nouveau truc, je me dis, bon, tiens, on va essayer de le coder à côté. On va pas y arriver. On va faire un truc à peu près pareil. Mais voilà, c'était plus pour essayer de découvrir un peu tout ça. Et puis après, en parler à d'autres gens et le présenter. Par exemple, à Devox. Hop. J'ai fait démarrer depuis le début. C'est bon. Et merci de votre attention. Il nous reste un peu de temps. J'ai fait exprès pour. Bon, j'étais quand même un petit peu vite. J'essaie de faire exprès pour qu'on ait du temps pour des questions. C'est comme c'est un sujet pas trop commun non plus. Du coup, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis même quand il n'y aura plus de temps, je resterai dehors. Temps de décompresser, tout ça, du coup, je peux faire. Ouais. Salut, merci pour la presse. Est-ce que tu as tenté des expériences comme de la musique microtonale ou ce genre de choses? Alors, faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Moi, ce qui m'intéressait vachement de base, c'est tous les synthés modulaires, etc. Je trouve ça très drôle. Pour ceux qui connaissent pas, globalement, là c'est cool, je le fais sur mon PC, mais c'est pas fun. Et ça coûte cher, mais pas assez. Il y a un truc qui est très drôle, c'est les synthés modulaires. C'est des petits boîtiers. Alors des puces dedans, mais tu peux faire ça en fait purement électroniquement, ce qui est génial. Et tu peux faire des placards entiers si tu as de l'argent.
Et c'est pareil, j'adore ces trucs-là, je trouve ça vachement drôle. Honnêtement, la prochaine étape après ça, c'est de faire de l'IoT, donc on va essayer. J'ai déjà fait des petits synthés tout simples, genre des filtres au pass. J'ai fait quoi? Je fais passe-bas et juste du gain, juste en purement électronique, avec du coup avec des capaciteurs, etc. Parce qu'au final, comme vous faites passer un signal dans votre machine, votre onde électrique, c'est un signal. Si je mets une résistance, ça diminue la force du signal. Je me tapez pas, hein, je fais ça très, très basique, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Mais du coup, votre volume qui sort, bah, il est moins grand. Et du coup, on peut faire tout ça juste avec des circuits tout simples et en fer à souder. Et c'est ça qui est drôle. Mais ouais, prochaine étape, on va essayer de faire ça. D'ailleurs, en parlant des synthés modulaires, parce que ça coûte une fortune, c'est des petits boîtiers comme ça coûte 500 balles l'unité selon les trucs. Il y a un outil open source disponible sur Windows et Linux et Mac qui s'appelle VCV Rack, qui en gros, ça vous fait un rack, comme si vous aviez une armoire remplie de synthés. Et il y a plein de gens en fait qui font des reconstitutions et des copies de modules existants. Donc pour commencer et essayer, c'est super bien. Alors vous n'avez pas la joie de bouger vos câbles à la main, il faut quand même le faire à la souris, mais c'est vachement intéressant, ça coûte rien, donc c'est très bien pour soit commencer, soit essayer des modules qu'on a envie d'acheter. Mais du coup, ouais, si vous voulez bidouiller avec ça, alors après c'est très technique, il faut se rendre compte qu'on a plein de boutons et de trous à l'écran, il faut mettre des câbles dedans et essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est très drôle, c'est sympa. Et voilà, je sais pas si ça répond à des questions. Mais... Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh ben tant pis. Eh ben pause déjeuner en avance du coup. Merci.